Je m'appelle Carole. J'ai 32 ans. Je travaille comme coordinatrice marketing dans une entreprise de taille moyenne à Charlotte et je pensais connaître ma famille. Je pensais pouvoir leur faire confiance avec ce que j'ai de plus précieux au monde. Ma fille de 6 ans, Maya. Ce mardi de mars a commencé comme les autres. J'ai laissé Maya chez ma mère avant le travail, la même routine que nous suivions depuis 2 ans, car je ne pouvais pas me permettre une garderie à temps plein avec mon salaire. Maman semblait toujours heureuse de garder sa petite fille, et Maya adorait jouer avec ses cousines, les jumelles de ma sœur Jessica, Emma et Sophie, qui avaient 7 ans. J'ai terminé une présentation client plus tôt que prévu, et j'ai décidé de faire une surprise à tout le monde en récupérant Maya plus tôt. Peut-être qu'on pourrait aller prendre une glace, juste nous deux. J'ai utilisé ma clé pour entrer par la porte arrière, prévoyant de m'annoncer, mais des voix du salon m'ont fait m'arrêter. Maya, les adultes ont besoin de plus de café. Va remplir la cafetière. J'ai entendu la voix de ma mère, tranchante et autoritaire d'une façon que je ne l'avais jamais entendue utiliser avec les jumelles. Mais grand-mère, je veux jouer avec Emma et Sophie, a répondu la petite voix de Maya. Ces filles sont occupées avec leur nouvelle tablette. Tu dois apprendre ta place dans cette famille, ma petite. Certains enfants naissent pour être servis, d'autres pour servir. Maintenant, vas-y. Je suis restée figée dans le couloir, ma mallette me semblant soudain peser 100 kilos. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir Maya, à peine assez grande pour atteindre la cafetière, versant soigneusement l'eau pendant que ma mère supervisait. Emma et Sophie étaient étalées sur le canapé avec des iPads tout neufs, complètement absorbées par leur jeu. « Nettoie aussi ces miettes sur la table », a continué maman. « Et fais attention à ne pas déranger tes cousines. Elles utilisent du matériel coûteux. » Maya a hoché la tête en silence, ses petites mains travaillant à balayer les miettes dans sa paume. Elle bougeait avec précaution, presque avec crainte, autour de la table basse où ses cousines étaient assises. Ni Emma ni Sophie n'ont levé les yeux. Elles étaient habituées à cela. C'est mieux. Tu vois, Maya, chacun a son rôle. Certaines familles élèvent leurs enfants à s'attendre à ce que tout leur soit donné, mais ce n'est pas réaliste pour tout le monde. Tu dois comprendre cela tôt. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai regardé ma belle-fille, avec la peau brune et chaleureuse de son père et mes yeux verts, être transformée en servante pendant que ses cousines à la peau plus claire étaient traitées comme des princesses. La cafetière dans ses petites mains tremblait légèrement quand elle l'a rapportée à la cuisine. Ma mère m'a remarqué avant que je puisse décider de me révéler ou non. « Carole, tu es en avance !» Son ton a immédiatement changé pour redevenir la voix chaleureuse de grand-mère que je connaissais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je réussi à demander, bien que ma gorge soit serrée. « Oh, juste Maya qui aide un peu. C'est une si bonne fille, toujours prête à aider grand-mère. » Maya m'a regardée avec confusion et autre chose. Était-ce du soulagement? Ou la peur que je désapprouve le fait qu'elle n'aide pas assez? « Maya, chérie, prends ton sac à dos. On rentre à la maison. »« Mais je n'ai pas fini de nettoyer, » a-t-elle chuchoté. Ces 5 mots ont brisé quelque chose en moi que je ne savais même pas pouvoir être brisé. Ma fille de 6 ans pensait avoir besoin de permission pour arrêter d'être une servante dans la maison de sa grand-mère. « Tu n'as pas besoin de nettoyer quoi que ce soit, bébé. Rentrons à la maison. » Pendant qu'on repartait en voiture, Maya était silencieuse sur le siège arrière. Finalement, elle a demandé « Maman, pourquoi Emma et Sophie peuvent jouer pendant que moi je dois travailler? » Je me suis arrêtée sur le côté parce que mes mains tremblaient trop pour conduire en sécurité. Dans le rétroviseur, j'ai vu le visage innocent de ma fille, essayant encore de comprendre pourquoi son monde était différent de celui de ses cousines. Depuis combien de temps cela se passait-il? Comment avais-je pu ne pas m'en apercevoir? Tu n'as pas à travailler, Maya. Tu es une petite fille. Les petites filles sont censées jouer. Grand-mère dit que je suis différente d'Emma et Sophie. Elle dit que je dois apprendre tôt. La rage qui m'a envahie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas juste du favoritisme ou des idées démodées sur l'aide aux tâches ménagères. C'était systématique, délibéré et cruel. Et cela se passait sous mon nez pendant que je faisais confiance à ma famille pour aimer ma fille comme je l'aimais. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, je me suis assise à ma table de cuisine et je me suis forcée à me souvenir d'autres moments que j'avais écartés ou expliqués autrement. L'image devenait plus claire, et elle était plus laide que je ne voulais l'admettre. Assise dans ma cuisine cette nuit-là, des souvenirs que j'avais enfouis ont refait surface. Il y a 5 ans, quand j'ai d'abord amené Marcus à la maison pour rencontrer ma famille, je savais qu'il y aurait de la résistance. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la brutalité pure de leur réaction. Marcus était tout ce que j'avais toujours voulu chez un partenaire. Gentil, intelligent, qui réussissait dans sa carrière d'ingénieur logiciel, et complètement dévoué à moi. Nous sortions ensemble depuis 8 mois quand j'ai finalement trouvé le courage de le présenter à mes parents. J'avais 27 ans, assez âgée pour prendre mes propres décisions, mais j'aspirais encore à leur approbation. Le dîner a été un désastre dès l'instant où Marcus a franchi la porte. Papa lui a à peine serré la main, et le sourire de maman était si forcé qu'il semblait douloureux. Jessica, qui avait 24 ans à l'époque, a fait de la conversation exagérément polie qui ressemblait plus à un interrogatoire. « Alors, Marcus, où avez-vous grandi ?» a demandé papa, son ton suggérant qu'il désapprouvait déjà la réponse. « Charlotte West, monsieur. Mes parents vivent encore dans la même maison où ils m'ont élevé avec mes 2 sœurs. »« Je vois. Et que font vos parents »
Marcus a géré leurs questions avec grâce, expliquant que son père était mécanicien et avait construit son propre garage à partir de rien et que sa mère avait enseigné à l'école primaire pendant 30 ans. De bonnes personnes honnêtes qui avaient travaillé dur pour envoyer leurs 3 enfants à l'université. Mais je pouvais le voir sur les visages de ma famille, rien de ce qu'ils disaient n'avait d'importance. Ils avaient déjà décidé qui il était basé sur son apparence. Après le départ de Marcus, la vraie conversation a commencé. « Carole, tu ne peux pas être sérieuse à propos de cela », a dit maman, sa voix tendue d'émotion à peine contrôlée. « À propos de quoi ? De sortir avec un homme merveilleux qui me traite mieux que n'importe quel petit ami que j'ai jamais eu ? Tu sais ce qu'on veut dire, a interrompu papa. Pense aux enfants que tu aurais, pense à la vie que tu choisis. Qu'est-ce que vous dites exactement ? Ai-je demandé. Bien que je sache exactement ce qu'il voulait dire. On dit que la vie est déjà assez difficile sans la rendre plus difficile, a ajouté Jessica. Les enfants métis font face à des défis que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que c'est juste de leur faire subir cela ? Ils ont présenté leur racisme comme de l'inquiétude pour de futurs enfants hypothétiques. Quand je les ai confrontés là-dessus, ils ont agi comme s'ils étaient blessés, prétendant qu'ils voulaient juste ce qu'il y avait de mieux pour moi. La conversation s'est envenimée jusqu'à ce que papa livre son ultimatum. Si tu épouses cet homme, ne t'attends pas à ce qu'on te soutienne, financièrement ou autrement. Alors je suppose que vous ne me soutiendrez pas, ai-je rétorqué. Les fiançailles 6 mois plus tard ont causé une autre explosion. Cette fois, les menaces étaient plus spécifiques. Papa contrôlait un petit fonds familial qui m'aurait aidé à acheter une maison un jour. Maman a mentionné à quel point grand-mère serait déçue si elle était encore vivante. Jessica a commencé à faire des commentaires sur comment je tournais le dos à ma famille. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, la réaction a été encore pire. Maman a pleuré, pas des larmes de joie, mais des larmes de ce qu'elle appelait pleurer la vie que tu aurais pu avoir. Le mariage était petit et tendu. Mes parents y ont assisté mais avaient l'air d'être à des funérailles. La famille de Marcus, en contraste, m'a accueilli à bras ouverts. Sa mère, Carole, a tenu mes mains et m'a dit qu'elle gagnait une fille. Son père, James, m'a menée à l'hôtel quand mon propre père a refusé. Quand Maya est née, j'espérais que tout changerait. Comment pourrait-il ne pas aimer cette petite fille parfaite ? Pendant un moment, il semblait qu'ils essayaient. Maman achetait des vêtements de bébé et proposait de garder Maya parfois. Papa tenait Maya, bien que toujours maladroitement, comme s'il n'était pas sûr de comment faire. Mais même alors, il y avait des signes que j'ai choisi d'ignorer. Des commentaires sur les cheveux de Maya étant difficiles ou sur son teint étant dur à assortir avec les couleurs. Quand les jumelles de Jessica sont nées 1 an plus tard, la différence de traitement était subtile mais notable. Les jumelles ont eu des décorations de nurserie élaborées et des vêtements coûteux. Maya a eu des cadeaux pratiques et des vêtements de seconde main. Marcus l'a remarqué aussi. « Ta famille la tolère, Maya », a-t-il dit un jour après un dîner de famille particulièrement inconfortable. « Elle ne la célèbre pas. »« Ils essaient », les ai-je défendus. « Le changement prend du temps. »« Combien de temps ? Carole ? Elle a 4 ans. Quand est-ce qu'on arrête de faire des excuses pour des gens qui devraient l'aimer inconditionnellement ? » Marcus avait raison, mais je n'étais pas prête à l'affronter. Le soutien financier était devenu crucial quand papa avait été licencié de son travail d'usine, et le travail à temps partiel de maman dans la vente au détail ne pouvait pas couvrir leur hypothèque. Je me suis retrouvée à payer leurs factures, le loyer de Jessica, même l'épicerie pour les réunions de famille, où Maya était de plus en plus traitée comme une arrière-pensée. Je me disais que j'étais la plus grande personne, que l'amour finirait par gagner. Mais l'amour ne pouvait pas gagner quand un seul côté se battait pour cela. L'incident du café m'a forcée à affronter des souvenirs que j'avais supprimés pendant des années. Assise à ma table de cuisine jusqu'à 3 heures du matin, j'ai mentalement passé en revue chaque réunion de famille, chaque fête d'anniversaire, chaque vacances, cherchant les modèles que j'avais refusé de voir. La fête du 5e anniversaire de Maya a été le premier signe clair que j'aurais dû reconnaître. Je l'avais planifié chez mes parents puisque leur jardin était plus grand. Jessica a apporté des cadeaux emballés élaborément pour les jumelles, des ensembles de déguisements de princesses assortis qui coûtaient au moins 60 $ chacun. Juste parce qu'elles avaient vu les préparatifs de la fête de Maya et voulaient se sentir spéciales aussi. Maya a reçu un petit sac de vêtements usagés de maman. Ce sont de quand Jessica était petite, avait-elle expliqué. Il reste encore beaucoup d'usage dedans. Je m'étais sentie embarrassée, mais je m'étais convaincue que les cadeaux pratiques montraient différents types d'amour. Les photos d'anniversaire racontaient une histoire que je n'avais pas voulu lire. Dans chaque photo de groupe, Maya se tenait au bord du cadre, pendant qu'Emma et Sophie étaient positionnées au centre. Quand j'ai regardé dans le téléphone de maman plus tard, j'ai réalisé qu'elle avait pris des dizaines de photos des jumelles, mais seulement quelques-unes qui incluaient Maya. Et celles-ci étaient clairement des arrière-pensées. Puis il y a eu le problème des cheveux. Maya a hérité des belles boucles épaisses de Marcus, mais ma famille traitait ses cheveux comme un problème à résoudre plutôt qu'une caractéristique à célébrer. Maman suggérait constamment que je fasse quelque chose pour ses cheveux, et achetait des défrisants chimiques agressifs sans demander ma permission. Ce serait tellement plus facile si tu les rendais juste plus maniables, disait-elle, tout en passant ses doigts dans les cheveux blonds et raides d'Emma et Sophie, comme s'ils étaient de la soie filée. Quand j'ai fermement dit que les cheveux de Maya étaient beaux comme ils étaient, maman a soupiré comme si j'étais déraisonnablement difficile,
J'essaie juste de l'aider à mieux s'intégrer. S'intégrer où? Avec qui? Les questions que j'aurais dû poser alors me venaient finalement maintenant. Les dispositions de place au dîner de famille sont devenues un autre souvenir douloureux à examiner. Maya était toujours placée à la table des enfants, même quand il y avait de la place à la table principale. Emma et Sophie, malgré qu'elles soient plus âgées de seulement 1 an, arrivèrent souvent à s'asseoir avec les adultes parce qu'elles sont de meilleures conversatrices. Je me souvenais d'un Thanksgiving quand Maya avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas s'asseoir avec les grands aussi. Parce que les petites filles qui interrompent et n'utilisent pas leur meilleure manière doivent d'abord apprendre à la table des enfants, avait dit papa. Mais Emma et Sophie interrompaient constamment et étaient considérées comme pleines d'esprit et confiantes. La disparité des cadeaux allait au-delà des anniversaires. À Noël, les jumelles recevèrent de l'électronique coûteuse, des vêtements de marque et des ensembles de jouets élaborés. Maya recevait des livres éducatifs et des articles pratiques. Quand j'ai mentionné le déséquilibre, maman a dit « Nous croyons à donner à Maya des choses qui l'aideront à construire du caractère et des compétences pratiques. » Pourquoi Maya avait-elle besoin de plus de construction de caractère que ses cousines? Même le langage était différent. Emma et Sophie étaient brillantes et créatives et allèrent briser des cœurs. Maya était bien comportée et serviable et apprenait à être responsable. Un ensemble de filles était préparé à recevoir. L'autre était entraîné à servir. Les photos de famille affichées dans le salon de maman étaient peut-être la preuve la plus révélatrice. Des dizaines de photos d'Emma et Sophie à différents âges couvrirent la cheminée et les tables d'appoint. Maya apparaissait dans exactement 3 photos, et dans 2 d'entre elles, elle était partiellement obscurcie par d'autres personnes. Quand j'avais posé la question une fois, maman avait dit « Oh, tu ne visites pas aussi souvent, donc je n'ai pas autant d'opportunités de prendre des photos. » Mais j'avais été là tout aussi fréquemment, et Maya avait posé pour plein de photos qui n'avaient jamais réussi à atteindre les cadres. Les rendez-vous de jeu étaient un autre souvenir douloureux. Emma et Sophie avaient des rendez-vous de jeu réguliers avec d'autres enfants de leur école et de leur quartier. Maya était rarement invitée à se joindre, et quand je suggérais de l'inclure, Jessica disait « Eh bien, elle va à une école différente, donc elle ne connaît pas vraiment ses enfants. » Maya allait à une école différente parce qu'elle était plus proche de mon appartement et avait un excellent programme de diversité. Mais d'une façon ou d'une autre, ceci est devenu une raison de l'exclure plutôt qu'une opportunité d'élargir les cercles sociaux des autres enfants. Même les conversations sur l'avenir des enfants étaient différentes. Jessica parlait des plans d'université d'Emma et Sophie, de leur carrière potentielle, des voyages qu'elles feraient quand elles seraient plus âgées. Quand Maya était mentionnée au futur, c'était à propos de « quel que soit le chemin qui marcherait pour elle » et « on verra quelles opportunités se présenteront pour elle ». Comme si les opportunités étaient des choses qui arrivaient à certains enfants mais pas à d'autres. Le souvenir le plus navrant était de l'été dernier. Nous étions tous à la piscine communautaire et Maya nageait magnifiquement. Marcus lui avait appris quand elle avait 3 ans. Une femme a complimenté sa nage et a demandé si elle était dans une équipe. Avant que je puisse répondre, maman s'est interposée. « Oh, elle est naturellement athlétique. Heureusement, puisqu'elle aura probablement besoin de bourses sportives si elle veut aller à l'université. » Emma et Sophie, qui pouvaient à peine flotter, n'étaient jamais discutées en termes de besoin de bourse. Leur éducation universitaire était supposée être fournie, pas gagnée. Le piège financier avait été posé si graduellement que je ne l'avais pas vu se construire autour de moi. Cela a commencé il y a 3 ans quand papa a perdu son travail à l'usine textile, où il avait travaillé pendant 15 ans. L'entreprise a réduit ses effectifs et à 58 ans, il était trop vieux pour se recycler et trop jeune pour prendre sa retraite, comme il le disait. Le travail à temps partiel de maman au grand magasin couvrait à peine l'épicerie. Leur paiement hypothécaire était de 1 200 $ par mois, et avec les allocations de chômage de papa, ils prenèrent du retard rapidement. Quand ils ont demandé de l'aide, comment pouvais-je dire non? C'étaient mes parents et Maya était leur petite fille. La famille aide la famille, non? Ce qui avait commencé comme une assistance temporaire est devenu une dépendance permanente. D'abord, j'ai couvert leur hypothèque pour juste quelques mois, pendant que papa cherchait du travail. Puis c'était le paiement de voiture quand leur vieille Honda est tombée en panne. Puis les médicaments sur ordonnance de maman quand ils ne pouvaient pas se permettre les copaiements d'assurance. Au moment où j'ai réalisé l'ampleur de la situation, je payais près de 1 500 $ par mois pour maintenir ma famille à flot. Mon propre compte d'épargne avait diminué jusqu'à presque rien, mais chaque fois que je mentionnais de réduire, maman devenait larmoyante en parlant de perdre la maison où Jessica et moi avions grandi. La situation de Jessica rendait les choses encore plus compliquées. Elle avait été licenciée de son travail administratif 6 mois plus tôt et collectait le chômage tout en cherchant la bonne opportunité. Pendant ce temps, je couvrais son loyer, encore 800 $ mensuels, plus son assurance auto et sa facture de téléphone. « Je ne peux pas prendre n'importe quoi », expliquait-elle. « J'ai les jumelles à considérer. J'ai besoin d'un travail avec des horaires flexibles et de bons avantages. » L'ironie ne m'échappait pas. Jessica avait besoin de flexibilité pour ses enfants, mais j'étais censée travailler à temps plein tout en payant les factures de tout le monde et gérer d'une façon ou d'une autre la maternité célibataire. Quand j'ai souligné cela, la réponse était toujours la même. « Tu es si forte, Carole. Tu peux gérer n'importe quoi. » Ce qu'ils voulaient dire était « Tu es utile, donc nous continuerons à t'utiliser. »
La manipulation émotionnelle était sophistiquée. Papa parlait de sa fierté blessée par le chômage, de combien c'était difficile d'accepter l'aide de sa fille. Maman mentionnait combien ils étaient reconnaissants. Comment ils ne savaient pas ce qu'ils feraient sans moi. Jessica envoyait des photos des jumelles, dans leurs beaux vêtements et jouets, achetés avec l'argent que je lui avais donné, avec des légendes comme « Merci à la meilleure tante du monde ». Il me faisait me sentir comme une héroïne, tout en drainant systématiquement mes ressources et mon énergie. La dynamique de pouvoir était cristalline, bien que j'ai refusé de la voir alors. Parce qu'ils dépendèrent de moi financièrement, ils avaient besoin de me garder complaisante et disposée à continuer les paiements. Mais ils avaient aussi besoin de maintenir leur sens de supériorité et de contrôle. La solution était d'accepter mon argent tout en me punissant subtilement pour être en position de le fournir. Mon succès est devenu une source de ressentiment déguisé en fierté. « Regardez notre Carole qui se débrouille si bien », disait maman à ses amis, mais le ton suggérait que j'étais devenue au-dessus de ma condition. Quand j'ai acheté une voiture d'occasion fiable, les commentaires étaient sur les choix fantaisistes et « oubliez d'où tu viens ». La partie la plus insidieuse était comment Maya est devenue un levier dans ce système. Quand je mentionnais occasionnellement me sentir submergée par la pression financière, maman soupirait et disait « Eh bien, je suppose qu'on pourrait arrêter de garder Maya puisque l'argent est serré pour toi. Je suis sûre que tu peux trouver d'autres arrangements. » La menace n'était jamais énoncée directement, mais elle était toujours là. Si j'arrêtais d'être financièrement utile, Maya pourrait perdre sa relation avec ses grands-parents. Et malgré tout, je voulais qu'elle ait des connexions familiales au-delà de juste Marcus et moi. Donc j'ai travaillé des heures supplémentaires, pris des projets freelance et étiré chaque dollar pour maintenir la stabilité de tout le monde, tandis que ma propre vie restait en suspens. Je ne pouvais pas me permettre de déménager dans un meilleur quartier ou d'épargner pour le fonds universitaire de Maya. Mais je pouvais m'assurer que mes parents gardent leur maison et que Jessica n'ait pas à prendre un travail qu'elle considérait en dessous d'elle. Les dossiers financiers racontaient une histoire sombre. En 2 ans et demi, j'avais donné à ma famille plus de 40 000 $. C'était de l'argent qui aurait pu être le fonds universitaire de Maya, ou un acompte sur une maison, ou simplement la sécurité pour son avenir. Au lieu de cela subventionnait un style de vie qui l'excluait et la diminuait. Encore pire, l'argent leur donnait la permission de continuer leur traitement de Maya parce qu'ils savaient que je ne risquerais pas de perturber l'arrangement. Ils pouvaient être subtilement cruels, sachant que j'étais trop investie dans le maintien de la paix pour faire des vagues. La dépendance financière n'était pas juste à propos d'argent, c'était à propos de contrôle, de pouvoir, et de maintenir un système où Maya serait toujours moins que ses cousines, où je serais toujours reconnaissante pour leur tolérance, et où parler détruirait plus que rester silencieuse. Jusqu'à maintenant. Après l'incident du café, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce que j'avais vu. Les jours suivants, j'ai commencé à poser des questions subtiles lors de mes conversations régulières avec les membres de la famille élargie. Ce que j'ai découvert m'a rendue physiquement malade. Ma cousine Rachel, la meilleure amie de Jessica depuis l'enfance, a été la première à confirmer mes pires craintes. Nous prenions un café pendant que nos enfants jouaient à l'aire de jeu du centre commercial. Une conversation décontractée qui est devenue tout sauf décontractée. Je me demandais comment aborder ça, a dit Rachel prudemment, regardant Maya pousser Sophie sur la balançoire. Certaines des choses que j'ai vues chez ta mère, elles me dérangent. Quel genre de choses, ai-je demandé, bien que mon estomac tombait déjà. Eh bien, comme à la fête d'anniversaire d'Emma et Sophie le mois dernier, Maya a passé tout le temps à aller chercher des boissons pour les adultes et à nettoyer le papier d'emballage pendant que les autres enfants jouaient. Quand j'ai offert de l'aider, ta mère a dit que Maya apprenait la responsabilité et que je ne devais pas interférer. La fête d'anniversaire des jumelles. J'avais travaillé tard et j'étais arrivée juste à la fin. Maya avait semblé fatiguée et j'avais supposé qu'elle avait joué dur avec ses cousines. Rachel, sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Elle a hésité, puis a semblé décider que je pouvais gérer la vérité. Carole, il l'appelle la petite aide quand tu n'es pas là. Et pas de façon mignonne. Comme si c'était son travail. L'été dernier, au barbecue familial, Maya portait des assiettes et remplissait des boissons pendant qu'Emma et Sophie jouèrent dans l'arroseur. Quand Maya a demandé si elle pouvait jouer aussi, ta mère a dit que le plaisir des autres enfants ne devrait pas être interrompu par le nettoyage qui devait encore être fait. Je me souvenais de ce barbecue. J'avais été impressionnée par combien Maya était serviable. Mon Dieu, comme j'avais été aveugle, ma tante Linda a fourni des détails encore plus troublants lors d'un appel téléphonique ce week-end-là. Elle était restée silencieuse parce qu'elle ne voulait pas causer de drame familial, mais elle avait été témoin de plusieurs incidents qui la hantaient. Cet enfant est traité comme Cendrillon, a-t-elle dit franchement. Au dîner de Noël, on l'a envoyé manger dans la cuisine pendant que tout le monde s'asseyait à la table de la salle à manger. Ta mère a dit que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais il y avait 2 chaises vides. Pourquoi tu n'as rien dit? Ai-je demandé. Parce que chaque fois que j'essayais d'inclure Maya dans des activités avec les autres enfants, Jessica ou ta mère la redirigeaient vers une corvée. Elle faisait semblant que Maya préférait être utile. Mais Carole, j'ai regardé le visage de cette petite fille. Elle ne préfère pas ça. Elle pense que c'est ce qu'on attend d'elle. La révélation la plus dommageable est venue de mon oncle Pete, le frère de papa,
qui avait apparemment gardé une liste mentale d'incidents parce qu'il le mettait si mal à l'aise. Ils ont convaincu cet enfant qu'elle est différente d'Emma et Sophie de façon fondamentale, m'a-t-il dit lors d'une conversation tendue à sa table de cuisine. J'ai entendu ta mère dire à Maya que certains enfants naissent pour diriger et d'autres pour suivre, et que suivre était aussi un travail important. Maya a hoché la tête comme si elle comprenait et l'acceptait. Quand était-ce? Le mois dernier, au dîner d'anniversaire de ton père. Maya était peut-être à 1 mètre de moi, essuyant des chaises pendant que les jumelles jouaient à des jeux vidéo sur le téléphone de quelqu'un. Elle a 6 ans. Carole. Elle devrait jouer aux jeux vidéo, pas nettoyer des chaises. La femme de Pete, Janet, avait écouté depuis le salon. Elle nous a rejoints, son visage rouge de colère que je ne l'avais jamais vu avoir. Je dois te dire quelque chose qui me ronge depuis des mois, a-t-elle dit. À la baby shower de Jessica pour les jumelles, ta mère montrait des photos d'échographie et parlait de combien elle était excitée d'avoir de vrais petits-enfants qu'elle pouvait gâter correctement. Quand quelqu'un a mentionné Maya, elle a dit « Eh bien, cette situation est compliquée, mais ces deux-là seront simples. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. De vrais petits-enfants. Maya n'était pas réelle pour eux. Elle était une complication à gérer. Mais c'est mon cousin Marc qui a révélé la cruauté la plus systématique. Il visitait plus fréquemment depuis son divorce, aidant papa avec des projets domestiques, et il avait été témoin de ce qu'il appelait des « sessions d'entraînement ». Il ne traite pas juste Maya différemment, a-t-il expliqué sinistrement. Il lui enseigne activement à accepter moins. J'ai regardé ta mère donner à Emma et Sophie chacune un biscuit, puis tendre à Maya un morceau cassé et dire « Certaines personnes ont des biscuits entiers, certaines personnes ont des morceaux, et les deux vont bien. » Maya a juste pris le morceau cassé et dit merci. Bon sang. Ça empire. Il parle d'elle comme si elle n'était pas là. J'ai entendu Jessica dire à ta mère que Maya devenait trop à l'aise de poser des questions sur pourquoi elle ne pouvait pas avoir les mêmes friandises que les jumelles. Ta mère a dit qu'elle devait étouffer ce sentiment de droit dans l'œuf avant qu'elle grandisse et devienne difficile à gérer. L'image était maintenant complète, et elle était horrible. Ce n'était pas un biais inconscient ou de l'ignorance générationnelle. C'était un conditionnement psychologique délibéré et systématique conçu pour enseigner à ma fille qu'elle méritait moins que ses cousines à cause de qui elle était. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, je me suis assise à mon ordinateur portable à faire des recherches jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'avais besoin de preuves concrètes, pas juste des commérages familiaux et mes propres observations tardives. Si j'allais protéger ma fille, j'avais besoin de preuves qui tiendraient légalement et socialement. J'avais besoin de documentation si claire que personne ne pourrait l'écarter comme un malentendu ou une surréaction. La recherche était à la fois éclairante et terrifiante. La loi de Caroline du Nord était très spécifique sur la maltraitance et la négligence d'enfants, et ce que je lisais suggérait que la discrimination systématique et le travail forcé, même dans un contexte familial, pouvaient constituer des motifs d'intervention légale. Mais j'avais besoin de preuves. J'ai passé des heures à lire sur les caméras cachées, les dispositifs d'enregistrement audio et la légalité de la surveillance dans différentes situations. Puisque j'enregistrerais dans la maison de ma mère sans son consentement, je devais être prudente sur comment je rassemblais les preuves. Mais en tant que parent de Maya, j'avais des droits légaux de documenter son traitement quand je n'étais pas présente pour superviser. L'équipement était plus facile à obtenir que je ne l'avais prévu. Une recherche rapide m'a mené à plusieurs détaillants en ligne vendant de petites caméras conçues pour la sécurité domestique. J'ai commandé un petit dispositif qui pouvait être caché dans le sac à dos de Maya, avec une autonomie de batterie assez longue pour enregistrer une journée complète et une capacité de mémoire pour des heures de séquence. La préparation psychologique était plus difficile que les aspects techniques. Je devais faire face à la possibilité que ce que j'avais déjà découvert n'était que la surface. Si ma famille était disposée à être cruelle quand d'autres parents étaient présents, que faisait-il quand ils pensaient qu'aucun témoin n'existait? Je devais aussi me préparer aux conséquences. Une fois que j'aurais rassemblé des preuves d'abus systématiques, il n'y aurait pas de retour en arrière pour prétendre que tout était normal. Cela forcerait soit ma famille à changer complètement, soit détruirait ma relation avec eux entièrement. Étant donné leur investissement dans le maintien de la structure de pouvoir actuelle, je suspectais que ce serait ce dernier. Les implications financières étaient aussi stupéfiantes. Si je coupais leur soutien, ce qui serait nécessaire pour montrer que j'étais sérieuse, mes parents pourraient perdre leur maison. Jessica pourrait devoir retourner vivre avec eux ou trouver un travail qu'elle considérait en dessous de ses standards. Le style de vie des jumelles changerait dramatiquement. Pendant des années, j'avais eu peur de ces conséquences. Maintenant, je réalisais que ma peur avait permis l'abus. Mon soutien financier avait donné à ma famille la sécurité de maltraiter Maya sans s'inquiéter des conséquences. Ils savaient que je ne compromettrais pas l'arrangement parce que j'étais trop investie dans garder tout le monde heureux et stable. Mais la stabilité de Maya était sacrifiée pour le confort de tous les autres. J'ai appelé malade au travail le jour où l'équipement de caméra est arrivé. Maya était à l'école et j'avais l'appartement pour moi pour comprendre la configuration technique. La caméra était plus petite que je ne l'avais prévu, environ la taille d'un gros bouton, et venait avec des instructions détaillées pour la cacher dans divers objets. Le sac à dos d'école de Maya avait un petit patch décoratif sur la poche avant qui fournirait une couverture parfaite. J'ai soigneusement créé un petit trou dans le tissu derrière le patch, positionné l'objectif de la caméra,
et les sécuriser de l'intérieur avec les bandes adhésives fournies. Le design du patch rendait l'ouverture de l'objectif invisible, à moins de savoir exactement où regarder. La partie la plus difficile était de planifier quoi dire à Maya. Je ne pouvais pas expliquer la vraie situation sans la traumatiser ou risquer qu'elle révèle accidentellement la surveillance. Mais j'avais besoin de sa coopération pour m'assurer que la caméra capture des séquences utiles. J'ai décidé d'une histoire sur vouloir voir comment se passait sa journée quand je n'étais pas là, comme un jeu spécial où le sac à dos se souviendrait de ses activités. Maya a adoré l'idée que son sac à dos est un travail spécial, et elle a promis de le garder avec elle et de le traiter avec soin. Ce soir-là, j'ai testé le positionnement de la caméra et la qualité sonore. Les séquences étaient assez claires pour voir les visages et lire le langage corporel. Et l'audio captait les conversations à travers une pièce de taille normale. Ce n'était pas de la surveillance de qualité Hollywood, mais cela documenterait tout ce qui se passait en détail clair et indéniable. La nuit avant que je prévoyais d'exécuter mon opération d'enregistrement, je suis restée au lit à répéter des scénarios. Et si Maya oubliait et laissait son sac à dos dans une autre pièce pendant des moments cruciaux? Et si quelqu'un découvrait la caméra? Et si les séquences révélaient des abus si sévères que je me blâmerais de ne pas avoir agi plus tôt? Mais l'alternative était de continuer à permettre un système qui enseignait à ma fille à accepter la discrimination et l'abus comme normal. Maya intériorisait des leçons sur sa valeur qui l'endommageraient pour la vie si je n'intervenais pas. Le matin de l'enregistrement donnait l'impression de se préparer pour une chirurgie. Tout devait être parfait. Et il n'y avait pas de place pour l'erreur. Je me suis réveillée tôt pour vérifier 2 fois le niveau de batterie de la caméra et sa capacité de mémoire. Le dispositif était complètement chargé et prêt à enregistrer jusqu'à 8 heures de séquence. Maya était excitée par le travail spécial de son sac à dos et a promis encore de le garder avec elle toute la journée. Je l'ai aidée à emballer ses articles habituels. Livres de coloriage, petits jouets, une boîte de jus pour la collation. Arrangeant tout pour que le sac à dos reste naturellement avec elle pendant les activités. Souviens-toi, chérie, ton sac à dos est comme ton copain aujourd'hui. Ne le laisse pas dans une autre pièce, d'accord? Il veut voir tout ce que tu fais. Comme un sac à dos animal de compagnie? A demandé Maya, rigolant à l'idée. Exactement comme ça. La déposer chez maman a requis toutes mes compétences d'actrice. Je devais sembler normale et détendue pendant que mon cœur battait la chamade et que mes paumes transpiraient. Maman nous a accueillis à la porte avec son sourire habituel de grand-mère, mais je me suis trouvée à étudier son expression pour des signes de la cruauté que je savais maintenant exister. « Jessica amène les jumelles dans 1 heure », m'a dit maman pendant que Maya accrochait son sac à dos spécial sur le crochet près de la table de cuisine. Elles sont excitées de jouer avec Maya. Jouer. Le mot semblait chargé maintenant que je savais ce que cela signifiait vraiment. C'est merveilleux. Maya adore passer du temps avec ses cousines. J'ai embrassé Maya au revoir, lui rappelant de « bien prendre soin de ton copain sac à dos », et j'ai marché vers ma voiture sur des jambes qui semblaient instables. Une fois que j'étais hors de vue, je me suis garée dans un café à 3 pâtés de maison et j'ai essayé de me calmer. La journée au travail était une torture. Chaque appel téléphonique aurait pu être ma mère découvrant la caméra. Chaque notification d'email faisait bondir mon estomac. Je n'arrêtais pas de vérifier l'horloge, calculant depuis combien de temps le dispositif enregistrait, imaginant quelle scène était à capturer. Ma collègue Janet a remarqué ma distraction pendant notre réunion d'équipe. « Tu sembles stressée aujourd'hui. Tout va bien? » « Juste des trucs de famille. » Ai-je réussi. Rien de sérieux. Mais c'était la chose la plus sérieuse que j'ai jamais faite. Je documentais potentiellement un comportement criminel par des gens que j'avais aimés et auxquels j'avais fait confiance toute ma vie. Je rassemblais des preuves qui pourraient envoyer ma propre mère en prison et détruire ma famille de façon permanente. À l'heure du déjeuner, j'étais si anxieuse que je ne pouvais pas manger. Je n'arrêtais pas de visualiser Maya dans des situations que j'avais vues avant. Être commandée pendant que ses cousines jouaient, recevoir de la nourriture différente ou un traitement différent, être amenée à se sentir moins qu'eux. Mais maintenant, ces scènes seraient documentées. L'après-midi traînait infiniment. J'ai fait des erreurs sur des tâches simples parce que je ne pouvais pas me concentrer. Quand mon téléphone a sonné à 2h30, j'ai presque sauté de ma chaise, convaincue que c'était maman qui appelait pour me confronter sur la surveillance. Au lieu de cela, c'était un client avec des questions de routine sur une campagne marketing. J'ai géré l'appel professionnellement pendant qu'à l'intérieur je criais. À 4h, je n'en pouvais plus. J'ai quitté le travail tôt, prétendant avoir un rendez-vous chez le médecin. Le trajet vers la maison de mes parents semblait prendre une éternité, même si je faisais probablement de l'excès de vitesse. Quand je suis arrivée, la scène semblait normale de l'extérieur. Je pouvais entendre les rires d'enfants de l'arrière-cour, ce qui m'a donné un moment de soulagement. Peut-être qu'aujourd'hui avait été différent. Peut-être que j'avais capturé des séquences de Maya étant bien traitées, ce qui me forcerait à reconsidérer tout ce que je pensais savoir. Mais dès que j'ai franchi la porte d'entrée, cet espoir s'est évaporé. Maya est dans la cuisine en train de finir ses corvées, a dit maman sans lever les yeux de son magazine. Les jumelles joussent dans le salon. Corvée. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, je me suis assise dans ma chambre avec mon ordinateur portable et le petit dispositif de caméra, mes mains tremblant, alors que je me préparais à réviser les séquences. Une partie de moi espérait ne rien trouver d'incriminant, que peut-être aujourd'hui avait été une exception,
que ma famille n'était pas aussi cruelle que j'avais commencé à le croire. J'avais tort. Les séquences étaient pires que mes craintes les plus sombres. L'enregistrement a commencé assez normalement, montrant l'arrivée de Maya et son salut excité d'Emma et Sophie. Mais en 30 minutes, le modèle que j'avais été témoin était en plein affichage documenté. « Maya, va nous chercher des boîtes de jus du réfrigérateur », a commandé la voix de Jessica hors caméra. « Et apporte des serviettes aussi. »« Est-ce que je peux avoir une boîte de jus aussi ?» a demandé Maya. « Après que tu aies fini d'aider. Emma et Sophie sont invitées aujourd'hui, donc elles sont servies en premier. » Invitées. Dans la propre maison de leur grand-mère, où Maya passait 3 jours par semaine. Ce qui a suivi était 3 heures de dégradation systématique qui m'a retourné l'estomac. Maya cherchait des boissons, nettoyait des déversements, organisait des jouets et balayait des miettes pendant qu'Emma et Sophie se prélassaient sur le canapé avec leurs tablettes et collations. Chaque fois que Maya tentait de rejoindre une activité, elle était redirigée vers une autre tâche. Mais c'était la conversation entre maman et Jessica, clairement audible pendant que Maya était dans la pièce d'à côté, qui a fourni la preuve la plus accablante. « Elle devient trop à l'aise de demander des choses », s'est plainte Jessica. Hier, elle a demandé pourquoi elle ne pouvait pas avoir les mêmes collations qu'Emma et Sophie. « J'ai remarqué ça aussi », a répondu maman. « Nous devons être plus fermes sur les limites. Les enfants comme Maya doivent comprendre leur position tôt, où ils développent sort des attentes irréalistes. Les enfants comme Maya. » La phrase était livrée avec une cruauté si désinvolte que j'ai dû arrêter l'enregistrement. Ça a empiré. Vers la marque de 2 heures, Maya a renversé une petite quantité de jus en remplissant les tasses des jumelles. La réaction a été rapide et dure. « Maya, regarde ce que tu as fait !» a claqué la voix de maman. C'est pourquoi certains enfants ne peuvent pas être faits confiance avec des belles choses. Emma et Sophie ne seraient jamais si négligentes. Je suis désolée, grand-mère. Je vais nettoyer. Oui, tu vas le faire. Et la prochaine fois, peut-être que tu seras plus prudente. Certaines personnes doivent travailler plus dur pour gagner des privilèges. Les séquences montraient de Maya, à peine 6 ans, frottant le sol avec des larmes dans les yeux pendant que ses cousines continuaient à jouer sans être dérangées. Personne ne l'a consolée. Personne n'a dit que les accidents arrivent. Elle était traitée comme une servante qui avait échoué dans ses devoirs. Mais le moment le plus navrant est venu près de la fin de l'enregistrement. Maya, épuisée par des heures de travail, s'est assise tranquillement dans le coin pendant qu'Emma et Sophie jouaient à un nouveau jeu de société que maman avait acheté pour elle. « Est-ce que je peux jouer aussi ?» a demandé Maya doucement. « Ce jeu est pour les enfants plus âgés qui comprennent des règles complexes », a répondu maman sans même la regarder. « Pourquoi ne ranges-tu pas la boîte à jouets à la place? C'est plus à ta portée. » Maya a hoché la tête et a commencé à trier les jouets pendant que ses cousines plus jeunes profitèrent de leur jeu. La résignation dans sa posture, la façon dont elle a accepté ce rejet sans argument, montrait à quel point elle avait été conditionnée à attendre moins. L'audio a capturé un dernier échange qui a presque me faire vomir. Jessica et maman discutaient des plans pour la prochaine sortie scolaire des jumelles, essayant de décider si elles devaient envoyer de l'argent de poche supplémentaire. « Nous voulons nous assurer qu'elles peuvent acheter tout ce qui attire leur œil », a dit Jessica. C'est important pour elles de se sentir confiantes et capables de participer pleinement. « Absolument », a accepté maman. Les enfants ont besoin de se sentir autonomisés et valorisés. En parlant de ça, nous devrions probablement commencer à faire aider Maya avec plus de tâches ménagères. C'est bon pour les enfants dans sa situation de développer de fortes habitudes de travail tôt. Sa situation. L'identité biraciale de ma fille était une situation qui nécessitait un traitement différent, des attentes différentes, des règles différentes. J'ai regardé les séquences 3 fois, prenant des notes et des captures d'écran des moments les plus dommageables. La preuve était accablante et indéniable. Ce n'était pas un biais inconscient ou des méthodes d'éducation d'enfants démodées. C'était un abus psychologique délibéré et systématique conçu pour enseigner à Maya qu'elle était intrinsèquement moins précieuse que ses cousines blanches. Les enregistrements montraient du travail forcé, de la manipulation émotionnelle, un traitement discriminatoire et un conditionnement psychologique qui pourrait causer des dommages durables à l'estime de soi et à la vision du monde d'un enfant. Toute personne raisonnable regardant ces séquences serait horrifiée. Plus important, tout tribunal ou travailleur des services de protection de l'enfance le reconnaîtrait comme de l'abus. J'avais mes preuves. Maintenant, je devais décider quoi en faire. J'ai appelé Malade au travail le lendemain matin et j'ai passé 2 heures à rechercher les canaux appropriés pour signaler la maltraitance d'enfants en Caroline du Nord. Le processus était plus simple que je ne l'avais prévu, mais émotionnellement dévastateur à contempler. J'étais sur le point d'accuser officiellement ma propre famille de comportement criminel. Le département des services sociaux du comté avait une division des services de protection de l'enfance qui gérait les cas d'abus et de négligence. Je pouvais déposer un rapport en ligne ou en personne, mais étant donné la complexité de ma situation et les preuves vidéo, une rencontre en personne semblait plus appropriée. J'ai aussi recherché si j'avais besoin de représentation légale. Plusieurs avocats de droit familial offraient des consultations gratuites pour les cas d'abus, comprenant que les victimes manquaient souvent de ressources. J'ai pris des rendez-vous avec 2 avocats différents pour plus tard dans la semaine. Mais d'abord, je devais déposer le rapport officiel. Le bureau du DSS était dans un bâtiment gouvernemental quelconque du centre-ville. Franchir ses portes donnait l'impression de traverser une ligne d'où il n'y aurait pas de retour. La salle d'attente était remplie de familles dans divers états de crise,
Certaines en colère, certaines résignées, toutes ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quand mon nom a été appelé, j'ai suivi une travailleuse sociale nommée Patricia dans un petit bureau rempli de dossiers de cas et de dessins d'enfants sur les murs. C'était une femme dans la quarantaine, avec des yeux gentils et un comportement sans non-sens qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Je comprends que vous devez déposer un rapport concernant votre fille », a-t-elle dit, sortant un dossier épais de formulaires. « Oui, j'ai des preuves vidéo d'abus et de discrimination systématique par les membres de ma famille. » Ses sourcils se sont légèrement levés. Les preuves vidéo n'étaient pas communes dans les cas d'abus familial, qui s'appuyaient souvent sur des témoignages et des signes physiques de maltraitance. J'ai passé l'heure suivante à détailler tout ce que j'avais découvert: la manipulation financière, le traitement différentiel, le travail forcé et le conditionnement psychologique. Patricia a pris des notes détaillées et a posé des questions clarifiantes qui montraient qu'elle comprenait la gravité de la situation. « Puis-je voir les séquences vidéo ?» a-t-elle demandé. J'avais transféré les extraits les plus dommageables sur mon téléphone. Patricia a regardé en silence, son expression devenant plus préoccupée à chaque scène. Quand Maya est apparue frottant le sol en pleurant, la mâchoire de Patricia s'est visiblement serrée. « C'est une documentation claire de travail d'enfant et d'abus émotionnels », a-t-elle dit quand les séquences se sont terminées. Le langage discriminatoire ajoute une autre dimension qui rend ceci particulièrement sérieux. Que se passe-t-il ensuite? Nous ouvrirons une enquête formelle dans les 24 heures. Ceci inclura des entretiens avec toutes les parties impliquées, y compris Maya. Nous pourrions avoir besoin d'examiner l'environnement domestique de votre famille et de parler avec d'autres témoins. La pensée de Maya étant interviewée sur l'abus m'a serré l'estomac. Mais Patricia m'a assuré que les services à l'enfance avaient des spécialistes formés qui savaient comment parler aux jeunes enfants de sujets difficiles sans les traumatiser davantage. Ma famille sera-t-elle arrêtée? Ai-je demandé. Cela dépend de ce que l'enquête révèle et si le procureur décide de déposer des accusations criminelles. Ce que vous m'avez montré pourrait potentiellement soutenir des accusations d'abus d'enfants, de travail forcé et de violation des droits civiques. Violation des droits civiques. Je n'avais même pas considéré cet angle, mais Patricia a expliqué que la discrimination systématique contre un enfant basée sur la race pourrait tomber sous les statuts fédéraux de crimes de haine, surtout quand combiné avec l'abus. Je dois vous avertir, a continué Patricia, que déposer ce rapport mettra probablement fin à votre relation avec ces membres de la famille de façon permanente. Les cas d'abus à l'intérieur des familles résultent rarement en réconciliation. Je comprends. Je ne peux pas laisser ceci continuer. Bien. Les enfants ont besoin d'avocats qui sont disposés à les protéger, même quand c'est difficile. Après avoir complété la paperasserie, j'ai conduit directement au bureau de l'avocate Carole, l'une des avocates de droit familial que j'avais recherchée. Sa pratique se spécialisait dans la garde d'enfants et les cas d'abus, avec une expérience particulière dans les affaires de tribunal familial liées à la discrimination. L'avocate a révisé ma documentation avec la même attention sérieuse que Patricia avait montrée. « Vous avez un cas exceptionnellement fort », m'a-t-elle dit. Les preuves vidéo sont rares dans les situations d'abus familial et ces séquences montrent clairement un maltraitement systématique. Puis-je les poursuivre? Potentiellement, oui. Nous pourrions déposer des poursuites civiles pour détresse émotionnelle, discrimination et dommages liés à l'abus. Mais je recommanderais d'attendre de voir quelles accusations criminelles résultent de l'enquête du DSS. Les condamnations criminelles renforceraient significativement tout cas civil. Elle a expliqué que je pourrais aussi être capable de chercher des ordonnances restrictives empêchant ma famille de contacter Maya, et que les preuves vidéo pourraient soutenir des provisions de garde qui limitent ou supervisent tout contact futur. L'aspect financier ajoute une dimension intéressante, a-t-elle noté. La dépendance de votre famille sur votre soutien tout en abusant simultanément de votre fille montre un modèle d'exploitation que les tribunaux prennent très au sérieux. Au moment où j'ai quitté son bureau, je me sentais simultanément autonomisée et terrifiée. Le système légal prenait mes préoccupations au sérieux, mais j'étais sur le point de détruire toute ma structure familiale élargie. Maya perdrait ses grands-parents, sa tante et ses cousines. Je perdrais la famille que j'avais connue toute ma vie, mais Maya serait en sécurité. Et pour la première fois en année, cela semblait suffisant. L'appel est arrivé à 6h47 un jeudi matin, 3 jours après que j'ai déposé le rapport. Je préparais le petit déjeuner pour Maya quand mon téléphone a sonné avec le numéro de Jessica. « Carole, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» La voix de Jessica tremblait de rage et de panique. « J'ai protégé ma fille », ai-je répondu calmement. « La police était juste ici. Ils ont arrêté maman. Ils ont dit que tu avais déposé un rapport de merde prétendant qu'on abusait de Maya. C'est insensé. » À travers le bruit de fond, je pouvais entendre Emma et Sophie pleurer et papa crier après quelqu'un, probablement les officiers. Mon estomac s'est tordu de sympathie pour les jumelles. Elles ne méritaient pas de voir leur grand-mère arrêtée. « Ce n'est pas de la merde, Jessica. J'ai des preuves vidéo. » « Des preuves vidéo de quoi? Maman gardant sa petite fille? Tu as perdu la tête, Carole. Maya va bien. Elle est heureuse. Elle aime ça parce qu'elle ne sait pas qu'elle mérite un meilleur traitement que d'être la servante de votre famille. » Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je pense que Jessica avait peut-être raccroché. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus calme mais plus dangereuse. « Tu viens de détruire notre famille pour rien.
Maman n'a été que bonne avec cette gamine, et tu le sais. C'est à propos d'argent, n'est-ce pas? Tu es en colère de nous soutenir, alors tu as inventé cette histoire. Regarde les séquences, Jessica. Quand les enquêteurs te les montrent, regarde-les et dis-moi que le traitement de Maya est normal. Je n'ai pas besoin de regarder quoi que ce soit. J'étais là. Je sais ce qui s'est passé. Oui, tu étais là. Tu en faisais partie. Jessica a raccroché sans un autre mot. L'appel suivant est arrivé 1 heure plus tard de papa. Sa voix était creuse, vieillie par les événements du matin d'une façon que je n'avais jamais entendue avant. Carole, ils ont accusé ta mère de plusieurs crimes graves. Abus d'enfants, travail forcé, violation des droits civiques. Ils disent qu'elle pourrait aller en prison pendant des années. Papa, Non, ne dis rien. Tu nous as détruits. Ta mère a 63 ans, Carole. Elle ne peut pas survivre en prison. La douleur dans sa voix était réelle. Et elle a coupé à travers ma résolution comme un couteau. Mais alors je me suis souvenue de Maya frottant les sols pendant que ses cousines jouaient, et ma sympathie s'est durcie en détermination. Maman s'est détruite quand elle a choisi d'abuser de sa petite fille. Abus? Maya apprenait la responsabilité. On lui enseignait des valeurs. On lui enseignait qu'elle est moins que ses cousines à cause de sa race. Ce ne sont pas des valeurs, papa, c'est du sectarisme. Papa a raccroché aussi. Les attaques sur les réseaux sociaux ont commencé cet après-midi-là. Jessica avait apparemment raconté sa version des événements à tout le monde dans son réseau, me peignant comme une fille ingrate qui avait fabriqué des allégations d'abus pour éviter de soutenir ma famille financièrement. Mon téléphone bourdonnait constamment avec des messages de membres de la famille élargie, d'amis de famille et même d'anciennes connaissances du lycée. La plupart étaient des variations sur le même thème. J'étais folle, vindicative, avide et cruelle. Comment pouvais-je mettre ma propre mère en prison? Comment pouvais-je traumatiser Emma et Sophie en faisant arrêter leur grand-mère? Mais quelques messages étaient différents. Ma cousine Rachel a envoyé un texto. J'ai vu les séquences que les enquêteurs nous ont montrées. Je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon oncle Pete a appelé pour dire « Janet et moi sommes fiers de toi pour avoir protégé Maya. Ce qu'on a vu sur cette vidéo était écœurant. » L'appel le plus important est venu de la mère de Marcus. Carole. Chérie, Marcus m'a dit ce qui s'est passé. James et moi voulons que tu saches que Maya aura toujours des grands-parents qui l'aiment inconditionnellement. Toujours. L'impact financier était immédiat et sévère. J'ai annulé tous les paiements automatiques vers les comptes de mes parents et le loyer de Jessica. J'ai transféré le prêt automobile de mes parents à leur nom et j'ai notifié la compagnie hypothécaire que je n'étais plus responsable de leur paiement. En une semaine, les conséquences ont cascadé exactement comme je l'avais prédit. Papa a appelé pour dire qu'ils perdirent la maison. Jessica a appelé pour dire qu'elle était expulsée. Les effets ondulants de l'arrestation de maman et de ma coupure financière se sont répandus à travers ma famille élargie comme un virus, infectant chaque relation et révélant des vérités que je n'avais jamais voulu affronter. En 1 mois, la fiction confortable que nous avions tous maintenue d'être une famille proche et aimante s'était complètement désintégrée. Papa a trouvé un travail dans un magasin de bricolage, mais au salaire minimum, ce n'était pas près d'être suffisant pour couvrir leurs dépenses sans mon soutien. Ils ont perdu la maison dans les 6 semaines de l'arrestation et papa a dû emménager avec son frère Pete. Un arrangement qui a tendu le mariage de Pete et créé de la tension dans tout ce côté de la famille. Jessica a été expulsée de son appartement et a déménagé dans la maison de maman, qui était maintenant vide et dirigée vers la saisie. Elle y vivait illégalement, sans service public, cherchant désespérément un emploi et un logement abordable pour elle et les jumelles. La vie des jumelles a changé dramatiquement du jour au lendemain. Emma et Sophie sont passées d'être des princesses gâtées avec des tablettes et des vêtements neufs à des enfants dont la mère travaillait des doubles quarts dans un centre d'appel et dont la grand-mère était en prison. Jessica avait finalement été forcée de prendre n'importe quel travail disponible, et son amertume empoisonnait chaque interaction que nous avions. « Es-tu heureuse maintenant ?» m'a-t-elle crié lors d'un appel téléphonique particulièrement vicieux. Mes filles demandaient pourquoi elles ne peuvent pas savoir les choses qu'elles avaient avant. Elles demandent pourquoi leur grand-mère est en prison. Je ne déteste pas Emma et Sophie, Jessica. Je déteste la façon dont Maya était traitée différemment. Maya n'a jamais été maltraitée. On lui enseignait la responsabilité pendant que mes filles avaient le droit d'être des enfants. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Et cette différence est basée sur la race, ce qui en fait de l'abus. La réponse de Jessica a été de bloquer mon numéro et de dire à tous ceux qui l'écouteraient que j'étais une sociopathe vindicative qui avait détruit la vie d'enfants innocents pour des griefs imaginaires. L'ostracisme social était plus complet que je ne l'avais anticipé. Les amis de famille qui me connaissaient depuis l'enfance ont pris fermement parti pour maman et Jessica, me voyant comme la fille ingrate qui avait tourné contre son propre sang. Les invitations aux événements communautaires ont cessé d'arriver. Des gens que j'avais connus pendant des décennies traversèrent la rue pour éviter de me parler. Les procédures légales se sont étirées pendant des mois, chaque date de tribunal apportant de nouvelles vagues de colère de ma famille élargie. L'avocat de maman a essayé de négocier un plaidoyer impliquant du counseling au lieu du temps en prison, mais le bureau du procureur n'était pas disposé à faire de compromis sur un cas si bien documenté.
L'accusation de violation des droits civiques avait attiré l'attention fédérale, et le FBI a ouvert une enquête pour voir s'il y avait un modèle plus large de discrimination dans notre famille ou cercle social. Cette expansion a terrifié tous les impliqués et m'a rendu encore plus paria. Tu as amené des agents fédéraux dans nos vies pour une enfant de 6 ans à qui on demandait d'aider avec les corvées, m'a dit mon oncle Steve avec colère. Est-ce que tu comprends à quel point ça sonne insensé? Mais les séquences parlèrent d'elles-mêmes. Chaque fois que quelqu'un essayait de minimiser le traitement de Maya comme « discipline normale », les enquêteurs leur montraient ou la vidéo de ma fille frottant les sols en pleurant, ou l'audio de maman discutant comment les enfants, comme Maya, avaient besoin d'un traitement différent. La perte la plus douloureuse était ma relation avec les membres de la famille élargie qui m'avaient initialement soutenue. Ma cousine Rachel, qui avait été la première à confirmer l'abus, s'est graduellement distancée alors que les conséquences légales devenaient plus sévères. Ma tante Linda a cessé de retourner mes appels après que son mari n'ait pas pu obtenir d'aide financière de moi, comme il en avait reçu avant. Même l'oncle Pete a commencé à suggérer que peut-être j'étais allée trop loin avec les accusations criminelles. Ta mère a fait des erreurs, mais la prison semble excessive, m'a-t-il dit. Est-ce que ça n'aurait pas pu être géré dans la famille? Nous avons essayé de le gérer dans la famille pendant 6 ans, ai-je répondu. Le résultat était l'abus systématique de ma fille. Les séances de thérapie de Maya sont devenues une nécessité hebdomadaire, alors qu'elle traitait l'absence soudaine de sa famille élargie. Dr. Jennifer, une psychologue pour enfants qui se spécialisait dans les traumatismes liés à la discrimination, a travaillé avec Maya pour comprendre que le traitement différentiel qu'elle avait subi n'était pas normal. Maya a intériorisé des messages très dommageables sur sa valeur, m'a expliqué Dr. Jennifer. Elle a été conditionnée à attendre moins et à accepter un traitement injuste comme normal. Défaire ces dommages prendra du temps. 8 mois après l'arrestation de maman, alors que j'écris ce chapitre final, Maya et moi avons construit une vie que ni l'une ni l'autre n'aurions pu imaginer pendant ces jours sombres où elle frottait les sols chez sa grand-mère. La transformation de ma fille a été si profonde que parfois, je reconnais à peine l'enfant confiante et joyeuse qu'elle est devenue. Maya ne demande plus la permission de jouer ou ne s'excuse plus de prendre de la place. Elle exige des histoires au coucher, négocie pour du temps d'écran supplémentaire et se plaint quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Tous les comportements normaux et sains d'un enfant qui sait qu'elle est valorisée inconditionnellement. Quand des amis visitent notre appartement, elle montre ses jouets sans honte et parle quand elle veut quelque chose. Dr. Martinez dit que la récupération de Maya a été remarquable, bien qu'elle avertisse que certains effets peuvent faire surface quand elle grandira. Pour l'instant, Maya est simplement une heureuse enfant de 6 ans qui croit qu'elle mérite le même traitement que n'importe quel autre enfant, parce qu'elle le mérite. Les procédures légales se sont conclues le mois dernier avec des résultats qui ont justifié chaque choix difficile que j'ai fait. Maman a accepté un plaidoyer qui incluait 18 mois en prison de comté, 5 ans de probation, du counseling obligatoire sur le biais racial et une ordonnance restrictive permanente empêchant le contact avec Maya. Jessica a été accusée comme complice et a reçu du service communautaire plus du counseling obligatoire. Papa n'a jamais trouvé d'emploi stable et a finalement déménagé en Floride pour vivre avec sa sœur. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait à temps partiel dans une épicerie et insistait encore que j'avais détruit la famille pour rien. Il envoie des cartes d'anniversaire à Maya que j'intercepte et classe. Jessica a finalement trouvé un emploi stable comme gestionnaire de bureau et a loué un petit appartement pour elle et les jumelles. Emma et Sophie se sont adaptées à leurs nouvelles circonstances, bien que Jessica reste amère des changements dans leur style de vie. Elle n'a jamais reconnu que le traitement de Maya était mauvais. La famille élargie s'est dispersée comme des feuilles dans une tempête. Certains parents ont déménagé pour échapper au scandale. D'autres ont simplement cessé de parler à quiconque était impliqué. L'oncle Pete a divorcé de sa femme partiellement à cause du stress de la situation, et plusieurs autres mariages se sont tendus sous les pressions financières. Je ne ressens aucune culpabilité de ces conséquences. Les adultes qui ont construit leur confort sur une fondation d'abus d'enfants ont mérité chaque épreuve qui a suivi. Leur loyauté n'était jamais envers moi ou Maya, c'était envers un système qui les bénéficiait à nos dépenses. La liberté financière de couper le soutien de ma famille a été transformatrice. Pour la première fois en année, j'épargne de l'argent pour le fonds universitaire de Maya au lieu de payer les factures d'autres personnes. Nous avons déménagé dans un meilleur appartement dans un quartier plus divers où Maya fréquente une école qui célèbre son héritage. Maya a de nouveaux amis de beaucoup de milieux différents et elle apprend que les familles viennent dans toutes les couleurs et traditions. Elle prend des cours de natation, des cours de piano et des cours d'art, des activités que je ne pouvais pas me permettre quand je soutenais toute ma famille élargie. La famille de Marcus a pris le rôle de grands-parents avec enthousiasme et amour véritable. Carol et James traitent Maya comme le trésor qu'elle est, la gâtant appropriément et ne suggérant jamais qu'elle devrait gagner l'affection par le service. Maya les appelle grand-mère Carol et grand-père James. Certaines personnes disent que je devrais me sentir coupable de déchirer ma famille, mais je ne suis pas d'accord. Je n'ai rien déchiré. J'ai simplement cessé de maintenir ensemble quelque chose qui était fondamentalement brisé. La structure familiale qui existait avant était construite sur la hiérarchie, la discrimination et l'exploitation. Maya ne demande plus de sa grand-mère, bien qu'elle mentionne occasionnellement manquer Emma et Sophie. Quand elle le fait,
Je lui rappelle qu'on ne peut pas contrôler les choix des autres personnes, mais on peut contrôler comment on y répond. Aujourd'hui, alors que je regarde Maya jouer dans notre salon, complètement absorbée à construire un château élaboré avec ses blocs, je ressens une paix que je n'avais jamais ressentie pendant les années où j'essayais de maintenir des relations avec des gens qui la voyaient comme moins qu'eux. Elle fredonne pour elle-même, complètement confiante dans son droit de prendre de la place. C'est pour cela que je me suis battue. Ce moment de joie sans garde, cette présomption de valeur, cette liberté de ne pas avoir à gagner la dignité humaine de base. Maya grandira en sachant qu'elle mérite le respect et l'opportunité, non pas à cause de ce qu'elle fait pour les autres, mais à cause de qui elle est. La forteresse que j'ai construite autour d'elle n'est pas faite de murs. Elle est faite d'amour qui lui enseigne qu'elle appartient au monde, exactement comme elle est.